Dimanche 14 janvier 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, les membres du nouveau gouvernement Tsai ont été présentés aujourd'hui. Ce nouveau gouvernement qui est composé de 27 ministres et de 9 secrétaires d'État. Reportage. Le nouveau gouvernement est composé de 27 membres. Par ailleurs, 9 secrétariats d'État seront nommés ultérieurement selon le président de la République, à savoir le secrétariat d'État en charge du commerce et de la consommation, celui chargé de l'artisanat et des métiers, celui en charge de l'électrification et des ménages, celui en charge de la lutte contre la pauvreté et de l'insertion sociale et celui de la souveraineté alimentaire. Si après les ministres qui composent ce gouvernement de Tsai Christian, ministre des Forces armées, le général Savé Lalamouza Delphin, ministre des Affaires étrangères, Rassat Aravaravavtavk, ministre de la Justice, l'Inde Boulatina Ramanantenasu, ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire, Nain Anjiatitwain, ministre de l'Économie et des Finances, Rinja Asmbel Raparniena Arson, ministre de l'Intérieur, Toukel Justin, ministre de la Sécurité publique, contrôleur général de police Irlal Rakutormanan, ministre de l'Industrie et du Commerce Rasafunjava Edgar, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage Rakutorzonna Susanna, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Rasafiarson Anjiamananten, ministre de l'Éducation nationale Marie-Michel Saounjamalal, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle Laladine Rakutunjazafi, ministre de la Santé publique, Ranjiamanantanzel Arvelu, ministre de la Population et de la Solidarité, Ing Elisette, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Joël Ranjiamanjantu, ministre du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications, Taïn Rasafunjamalu, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Olivier Jean-Baptiste, ministre des Travaux publics, Jemiaza Anjiana Chain, ministre des Transports et de la Météorologie, Ramouzavel Manabauka Valérie, ministre du Travail, de la Fonction publique et de la Loi sociale, Razakabona Anchaftiavan, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ravuka Chafidniav, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Matante Paubert, ministre des Mines, Rakut Malala Irnjain Olivier, ministre de la Communication et de la Culture, Adjiamananour Augustin, ministre de la Jeunesse et des Sports, André Adzaresimp, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine, ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale, Rakut Njazaka Anjiatarafar Anjiamitovi. Continuons dans un tout autre sujet. Belal s'est transformé en un cyclone tropical cette nuit et s'approche progressivement de l'île La Réunion. À 10h30 ce matin, le centre de ce cyclone est situé à 285 km au nord-ouest de La Réunion. Toutefois, Météo Madagascar confirme que ce cyclone n'affectera pas Madagascar, mais qu'il y aura beaucoup de pluie dans les régions du nord et du nord-ouest de la Grande Île. Mervoulat Sferan nous en dit plus. La dépression tropicale qui se trouvait dans l'océan Indien depuis mardi dernier s'est transformée en un cyclone tropical baptisé Belal cette nuit. Météo Madagascar annonce toutefois que cette tempête ne touchera pas les côtes malagasy. Les vents de la mousson domineront la partie nord de Madagascar en raison de la présence de Belal dans l'océan Indien, indiquent les services de la météorologie. Des pluies pouvant atteindre les 80 à 110 mm sont ainsi attendues dans le nord et le nord-ouest de l'île à cet effet. Cette abondance de pluie se poursuivra jusqu'à mardi prochain, notamment dans le nord et le nord-ouest. Par conséquent, les régions de Diana et Sofia sont placées en alerte rouge à forte pluie. Concernant les conditions météorologiques en général sur les terres malagasy, le service de prévision météorologique confirme que les pluies continueront à nouveau dans de nombreuses régions du pays, notamment dans les hautes terres, le centre-ouest, le nord-ouest et le nord d'ici demain. La chaleur persistera également sur toute l'île. Par ailleurs, à midi à Madagascar, le système se trouvait à un peu moins de 300 km au nord-ouest des côtes réunionnaises. Ses vents maximaux sont estimés à 120 km/h et les rafales atteignent jusqu'à 165 km/h. Elle est prévue atteindre le stade de cyclone tropical intense dans les prochaines heures, notamment lorsqu'elle se trouvera aux portes de la Réunion.
Et en tourisme, le passage de bateaux de croisière favorise le secteur touristique et l'économie des habitants de Tolanar. Un troisième bateau de croisière a accosté à Tolanar mardi dernier. Les parcs nationaux et les produits artisanaux malagasy constituent en général les principales attractions touristiques. Reportage. Le troisième bateau de croisière a passé dans la région Anos durant la saison touristique 2023-2024, a touché terre à Tolanar mardi dernier. Bien que le temps à Tolanar était un peu pluvieux mardi, en raison des nuages apportés par le récent cyclone Alvaro, cela n'a pas empêché les touristes de visiter la ville de Fort-Dauphin et ses environs. Les touristes ont ainsi visité les parcs nationaux qui se trouvent non loin de Tolanar, où l'on peut trouver les animaux et plantes endémiques de Madagascar et de la région d'Anos. Le gouvernement coopère toujours avec le secteur privé lorsqu'un bateau de croisière débarque ses passagers dans les ports malagasy. Coopération qui valorise les produits de la région, comme l'artisanat selon les explications. Le quatrième bateau de croisière arrivera à Tolanar bientôt et au total, 8 paquebots devraient y transiter jusqu'en avril 2024. Dans un tout autre sujet, les coordonnateurs de l'UPAR et de l'AFF à Ambat-Finajan, dans la région Amurun-Mani, ont rencontré les représentants des associations des agriculteurs locaux ce samedi. Le but étant de les écouter et de répondre à leurs demandes dans l'objectif de la promotion des productions locales qui est également prioritaire pour l'UPAR et l'AFF. Jameson Regienarman, Viva Antirabé. Le fait de répondre aux demandes des agriculteurs pour la promotion de leur secteur d'activité est une priorité pour l'UPAR et l'AFF. C'est la raison de la rencontre des représentants de ces plateformes avec les représentants des associations des agriculteurs Ambat-Finajan dans la région d'Amurun-Mani ce samedi. Il y a eu une discussion sur l'aide et le soutien aux agriculteurs et la remise d'équipements de production et de semences. L'amélioration des infrastructures, telles que les barrages et les ponts, a été également discutée lors de la rencontre. En début du mois de février, qui est la période convenue pour recevoir les demandes des agriculteurs, les plateformes UPAR et AFF d'Ambat-Finajan s'efforceront d'y répondre. Ces derniers se concentreront sur la mobilisation et l'accompagnement des jeunes du district à travers le sport selon les informations. Concernant les actualités sportives, les 3 finales du tournoi Fire Sankin organisé par le TGV Pongatsar se sont déroulées aujourd'hui. Les catégories U20, seniors et vétérans ont participé à cette première édition. Ansar Zanarville et Rad Ramanenzatou. Les finales du tournoi de football Fire Sankin, auxquelles ont participé les catégories U20, seniors et vétérans, se sont déroulées au stade d'Ambouanzbe aujourd'hui. Un tournoi organisé par le TGV Pongatsar dans le district d'Atimjan. Cette finale dans la catégorie senior a conclu la compétition. L'équipe Aigle, vêtue de noir, et le Zuma FC, vêtu de vert, se sont affrontés pour le Coupe Umbi de la catégorie senior. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul de 0-0 lors de la première mi-temps et ce n'est que lors de la deuxième mi-temps que les joueurs de l'Aigle ont pu marquer 2 buts. Ainsi, les deux équipes se sont séparées sur le score final de 2-0. Les finales entre la catégorie U20 et la catégorie vétéran ont également eu lieu dans ce stade. Il convient de rappeler que la municipalité de Pongatsar a déjà produit une équipe renom grâce à l'organisation des compétitions fréquentes comme celle-ci. C'est la raison pour laquelle le président du TGV de Pongatsar a organisé ce tournoi Fire Sankin. Ensuite, la Fédération malagasy de rugby a pu réaliser avec succès toutes les compétitions nationales et a participé à des compétitions internationales lors de la saison 2023. Cette année, diverses compétitions nationales se tiendront dans toutes les catégories et il y aura également de nombreuses compétitions internationales auxquelles Madagascar participera. Radou Ramanenzatou, Anzarazonarvel et Sech Radjianasi. Malagasy Rugby a fait le bilan de la saison 2023. À cette occasion, il a été fait état que la fédération a réalisé avec succès toutes les compétitions nationales au cours de l'année 2023. La Coupe de Madagascar et la Coupe du Président ont pu avoir lieu durant cette saison. Par ailleurs, Madagascar a pu participer à 8 compétitions internationales, tant dans les catégories masculines que féminines. En 2024, nous accueillerons le championnat d'Afrique féminin et l'équipe championne sera qualifiée pour la Coupe du Monde selon le président de la Fédération de Malagasy Rugby. La saison 2024 débutera en février avec la compétition top 12 de la première division masculine, sauf changement.
Place maintenant aux actualités internationales. Destination Taïwan. Ce pays a appelé dimanche la Chine à respecter les résultats de l'élection présidentielle remportée la veille par Lai Ching-te, qui affirme que l'île est de facto indépendante et promet de la défendre face aux menaces de réunification. Reportage France 24. La Chine a tenté de garder la tête haute. Hier, elle a affirmé que selon elle, cette perte de majorité du Parti démocrate progressiste au Parlement est une preuve de l'échec de ce qu'elle appelle les indépendantistes. Mais ici, à Taïwan, beaucoup voient cette victoire de William Lai comme un échec de la Chine. Selon les autorités taïwanaises, désinformation, coercition économique, pression militaire, la Chine a tenté par tous les moyens d'influencer le résultat des élections. La veille des élections, elle a même prévenu les Taïwanais du danger et du risque de conflit s'ils choisissaient William Lai comme nouveau président. Et malgré ces menaces, eh bien, les Taïwanais ont choisi William Lai. Ils ont choisi la bête noire de Pékin, le candidat qui se battra contre tout projet d'unification entre Taïwan et la Chine. Ensuite, l'archipel des Comores a voté aujourd'hui pour choisir son président. L'actuel chef d'État, Azali Assoumani, brigue un troisième mandat consécutif. Il compte sur une victoire au premier tour face à une opposition divisée. Reportage signé France 24. Le scénario que craint l'opposition, une opposition d'ailleurs dont les 5 candidats en lice dénoncent depuis quelque temps un processus électoral vicié. Ils accusent les instances électorales d'être sous ordre. Ce matin encore, alors que les opérations ont commencé de manière irrégulière un petit peu à travers les bureaux de vote, il y a plusieurs témoignages qui font état des assesseurs, donc des mandataires de l'opposition, qui n'ont pas pu accéder à certains bureaux de vote. Et cela est particulièrement visible sur l'île d'Anjouan. Je rappelle que déjà à la présidentielle de 2019, le président Zalik s'était présenté pour un second mandat, a été élu au terme d'un scrutin contesté, en raison notamment de nombreuses fraudes qui ont été relevées, y compris par les rapports des observateurs internationaux. Il est donc probable que la mouvance du candidat présidentiel réédite le scénario de 2019. Après 8 années de présidence carrément successive, le bilan de M. Azali est très mitigé. Il avait fait la promesse, je rappelle, en 2019, de régler 2 problèmes, la crise de l'énergie. Or, les Comoriens souffrent encore de délestage d'électricité, notamment dans les régions reculées. Il y avait aussi une promesse phare d'un jeune en emploi qui est resté sans effet palpable. Je rappelle que 45% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Et puis l'inflation ces dernières années, notamment en 2023, a atteint 12,5%. Cependant, les partisans du président, bien sûr, répliquent en évoquant la réhabilitation de plusieurs infrastructures, notamment les routes, la construction d'un hôpital dont le chantier est d'ailleurs loin d'être achevé, et puis surtout une diplomatie active qui a fait accéder les Comores à la présidence de l'Union africaine. Mais les critiques les plus virulentes concernent la gouvernance elle-même, qui est jugée arbitraire, avec un rétrécissement de l'espace politique et civique, qui a conduit d'ailleurs plusieurs opposants à l'exil. Complexe parce que je pense qu'il y a deux éléments. C'est que d'abord, la relation entre la diaspora et les Comores est très forte. Sur le plan économique, etc. Mais sur le plan politique, il est encore complexe puisqu'il faudra, vous savez, c'est la 5e île, la diaspora, notamment en France. Donc, il faudra tout un dispositif. En tout cas, c'est ce que disent les autorités, qui ne sont pas encore prêts à mettre en place un dispositif qui permet donc une élection de la diaspora. Mais je pense aussi parce qu'il y a beaucoup de craintes. On a vu ces dernières années que la diaspora a été très liguée contre le régime actuel et les revendicatives, en tout cas. Et je pense que tout ça freine. Mais c'est un projet qui est toujours sur la table. Mais je crois qu'il faut attendre quelques années. Disons que les relations de coopération entre les Comores et la France sont complexes, malgré les dénonciations de la partie comorienne sur l'occupation illégale d'une partie du territoire, à savoir Mayotte, elles n'ont jamais été interrompues par aucun des régimes depuis 1978. Mais au cours de cette campagne, aucun des candidats en liste n'a mis en avant des déclarations
sur une éventuelle remise en cause, en tout cas une réforme de ces relations. Toutefois, ces candidats n'ont pas la même approche de la manière de régler ce différend territorial qui, il faut le dire, empoisonne les relations diplomatiques entre les deux pays. Et la CAN 2024 débute avec brio pour la Côte d'Ivoire qui remporte son match d'ouverture. L'enthousiasme des supporters, déjà palpable avant le coup d'envoi, souligne l'impact de cette édition historique. France 24. L'ambiance est incroyable, surtout quand Seko il marque le premier but, là, roi. Mes oreilles, c'était quelque chose. Très ému de cette CAN. C'est une très bonne organisation. Le pays vraiment, ça va hausser le pays, ça rend très haut le pays. Vraiment, je suis en joie d'être ivoirien. Être ivoirien, c'est une bénédiction. Rendons hommage à nos autorités. Vraiment, ce qui vient d'être fait. C'est du grand. On ne peut rien dire. Tu es parfait. Vous constatez. Quand tu vois le stade de courant à Paris, dès que tu rentres, il y a les Parisiens qui rentrent et écrivent « Oh !» Mais ça, c'est quel sens ça? On peut dire qu'avec 6 stades, c'est la meilleure CAN. Avec beaucoup d'infrastructures, avec le beau stade Alassane Ouattara, non, c'est la meilleure CAN. Je suis sûr. On a un slogan en Côte d'Ivoire. Quand tu seras chic, quand tu vois, tu sais. Quand on voit là, quand on voit terrain, jolie personne, joli mousseau, on sait que quand il sera d'où là, on connaît. Alors, même les vive le pays du payant! Vive le pays du payant! Vive la Côte d'Ivoire! Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.